Jean-Paul II à Strasbourg. Ce soir, le pape s'adresse aux jeunes Européens en direct dans ce journal. Fin de la grève des gardiens de prison, accord signé aujourd'hui, mais poursuite du conflit des infirmières qui arrêteront de nouveau le travail la semaine prochaine. Un document exceptionnel, la patrouille de France vue de l'intérieur, comme si vous y étiez, comme si vous étiez l'un des pilotes. Demain, cette patrouille fête ses 35 ans passés dans le ciel. Madame, Monsieur, bonsoir. Strasbourg, capitale de l'Europe et ville française, c'est sous ce double signe que Jean-Paul II a placé son 4e voyage en territoire français. En effet, le pape, pendant son séjour de 4 jours en Alsace-Lorraine, évoquera à la fois les problèmes de l'Église catholique au niveau européen, sans négliger le contact avec les 3 importantes communautés religieuses de cette région d'Alsace-Lorraine, catholiques bien sûr, mais aussi protestantes et juives. Jean-Paul II est depuis ce matin à Strasbourg, où il a été accueilli par le président de la République, M. François Mitterrand, et il termine cette première journée par une rencontre en ce moment même avec les jeunes Européens au stade de la Méno, toujours à Strasbourg bien entendu. François Cornet. Le reportage de François Cornet. Je crois que nous avons un petit problème. Bien, alors je crois que nous avons un petit problème avec ce reportage de l'arrivée de Jean-Paul II, nous y reviendrons tout à l'heure, pas de problème. Nous allons tout de suite rejoindre en direct maintenant Jean-Claude Darigo qui se trouve justement au stade de la Méno où le pape Jean-Paul II est en train de s'exprimer en ce moment même. Donc Jean-Claude ? Oui, je vous entends, Daniel. Oui. Bon, écoutez, le pape vient de terminer la première partie de cette rencontre de ce soir et de faire réfléchir les jeunes sur un certain nombre de problèmes qu'ils ont évoqués, leur difficulté de le vivre, leur difficulté de se rencontrer, leur difficulté de trouver du travail. Mais pour pouvoir nous aider à mieux réfléchir sur l'importance de cette soirée, j'ai à côté de moi le cardinal Jean-Marie Lustiger qui pourra nous dire comment il réagit face à l'enthousiasme extraordinaire de ces jeunes. Bien, une fois de plus, je suis stupéfait parce que il y a là des jeunes de l'Europe entière, ce sont des jeunes comme les autres, et les questions qu'ils sont en train de poser au pape et qu'ils ont déjà posées auparavant sont des questions stupéfiantes, pardonnez-moi, de désespoir. Car au fond, ils crachent, ils recrachent toute la misère du monde qu'on ne cesse de leur donner, de leur montrer par toutes les images du monde qu'on leur donne. Et la réponse du pape, ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est une réponse apparemment simple, très simple, positive, optimiste. S'ils y croient, ce n'est pas parce que c'est des paroles naïves, mais parce qu'ils sentent que ce que le pape leur dit repose sur une force spirituelle extraordinaire. Il y a là des jeunes qui ne sont pas tous catholiques, et le dernier mot du pape a été Jésus-Christ. Et le stade a applaudi, a crié de joie en entendant ce mot. Au fond, ce qu'il manque à ces jeunes, c'est sur quoi appuyer une certitude. Désespoir ou espoir, la jeunesse est là, au milieu de ça. Je vous dire, est-ce qu'ils sont représentatifs de la jeunesse européenne, ces jeunes? Je n'en sais absolument rien. J'ai été faire un petit tour, il y a tout. Vous savez, j'ai été trop longtemps aumônier d'étudiants pour savoir que chaque jeune est lui-même. Et il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunes. Moi, c'est ma conviction. Bien. Jean-Claude Darigo, Monseigneur Lustiger, merci en tout cas de vous être ajouté à nos envoyés spéciaux qui se trouvent au stade de la Méno ce soir à Strasbourg. C'était parfait pour un banc d'essai, Monseigneur. Merci à vous en tout cas de vous être ajouté à notre liste de reporters. On va retourner maintenant à cette journée dont je vous parlais juste avant que Monseigneur Lustiger n'intervienne. Donc je reviens sur le démarrage de cette journée. Ce matin, le pape Jean-Paul II arrive à Strasbourg. Il est accueilli par le président de la République, M. François Mitterrand. Et il arrive donc ce soir, vous l'avez vu, au stade de la Méno à Strasbourg. Reportage de François Cornet. Je suis l'ami des jeunes, mais je demeure un ami exigeant et n'attendez pas de moi une solution technique à chacune de vos attentes. Il n'y a pas de solution miracle, même le pape n'en a pas. Cette rencontre à Strasbourg avec les jeunes de l'Europe, Jean-Paul II l'a voulu. Ils sont aussi venus d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne et du Portugal pour dire au pape leurs espérances, mais aussi leurs angoisses. Je veux saluer de tout mon cœur tous ceux qui sont venus et en même temps tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Il n'y a pas deux sortes de jeunesse, celle qui croit et celle qui ne croit pas, ont exprimé les jeunes au stade de la Méno au cours de leur jeu scénique. Aide-nous, Saint-Père, à trouver les réponses. Selon son habitude, le pape, à la Méno comme ailleurs, ne mâchera pas ses mots
en s'adressant à ces 40 000 jeunes Européens. Avant sa rencontre avec les jeunes, le pape avait célébré la messe dans la cathédrale de Strasbourg, première étape véritablement religieuse de son voyage en Alsace-Lorraine. La matinée pour Jean-Paul II a d'abord été diplomatique et politique. Au Conseil de l'Europe, qui avait demandé à le recevoir, le pape a rappelé que les racines du continent européen étaient indissolublement liées à la culture chrétienne. Mesdames, Messieurs, si l'Europe veut être fidèle à elle-même, il faut qu'elle sache rassembler toutes les forces vives de ce continent en respectant le caractère original de chaque région, mais en retrouvant dans ses racines un esprit commun. Au Palais des droits de l'homme, la phrase clé de Jean-Paul II a été « Il ne saurait y avoir de droit pour l'homme s'il n'y a pas de droit pour Dieu ». De l'Europe, on parlera souvent durant ces 4 jours. C'est le président Mitterrand lui-même qui a donné le ton ce matin en accueillant Jean-Paul II à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Tout se tient sur notre étroite planète. La construction communautaire qui pierre à pierre s'édifie est d'abord à Strasbourg, sa capitale, dessine les fondements d'une œuvre plus vaste encore. Voilà donc pour cette première partie du voyage de Jean-Paul II en Alsace-Lorraine. Alors, contrairement à la foi qui anime les pays d'Amérique latine ou du tiers-monde lorsqu'il les visite, eh bien, dans les pays riches d'Europe, comme le nôtre, Jean-Paul II et l'Église catholique se trouvent confrontés à la crise d'espérance, comme le disait Monseigneur Lustiger tout à l'heure, crise des religions. À cet égard, le témoignage qui vient de paraître aux éditions Plomb d'un curé de campagne, le père Bernard Alexandre, est très instructif. Cet homme est depuis 43 ans curé en Normandie et il a vu changer sa profession, entre guillemets, ses fidèles également, en même temps qu'évoluer la société française. Valérie Fourniou, Pascal Pueyo. L'églisier, le curé de campagne, prêche aujourd'hui dans la solitude. Avec fidélité, dévouement, l'abbé Alexandre tente inlassablement depuis 43 ans de faire entendre la parole du Christ. Le curé tel qu'on l'imaginait autrefois, en soutane, enfermé dans un presbytère, toujours à la disposition de ses paroissiens comme la pompe à incendie, ça c'est fini. Hein. Devenu un étranger pour ses paroissiens, le prêtre français vieillit. La relève ne vient pas, c'est la crise de la vocation. Je pense que l'Église reste trop repliée sur elle-même, malgré tous les propos que l'on peut entendre de ci, de là. Elle n'est pas dans la vie. Tant qu'elle ne sera pas dans la vie, elle ne pourra pas jouer sa mission. Si le climat change, si le statut du prêtre, le statut vrai, enfin pratique, vivant, se modifie, il est certain que des jeunes auront la vocation. On l'a tronqué, le prêtre. On nous a ordonné pour enseigner l'Évangile, pour prêcher l'Évangile, et en fait, on nous a mis dans telles conditions paroissiales qu'en fait, il n'était pas possible de prêcher vraiment l'Évangile. Le Christ a dit, si vous n'êtes pas reçu dans une commune ou dans un village, eh bien, secouez la sandale de vos souliers et partez. Le catholique français ne remet que 12 francs par an au denier du culte. L'Église de France devient pauvre d'argent, de prêtres et de fidèles. L'actualité sociale maintenant. Le conflit des gardiens de prison se termine, celui des infirmières se durcit au contraire. Ce sont les deux informations sociales de ce samedi. Pour les gardiens de prison, d'abord, tous les syndicats, exception faite de la CGT, minoritaire, il faut le signaler, ont signé un accord avec le gouvernement. Le travail doit reprendre normalement demain midi dans toutes les prisons françaises. Pascal Deschamps. Fatigué mais heureux, Gilbert Bonnemaison. Après toute une nuit de négociations, il était dès 10 h ce matin dans le bureau du Premier ministre avec le garde des Sceaux, son protocole d'accord sous le bras. 470 postes créés, 40 millions de francs pour améliorer l'ordinaire des gardiens et 300 francs d'augmentation. Un résultat jugé important par les syndicats signataires, bien que n'y figure pas l'abaissement de l'âge de la retraite. On ne pouvait pas se permettre de rester figé, ça faisait le 11e jour de grève et nous avons obtenu sur d'autres points des avancées importantes.
La CGT, qui a recueilli 12% des voix aux dernières élections professionnelles, a refusé de signer le protocole. Pour elle, il y manque l'essentiel. Il nous était impossible de donner notre signature sans la mesure que les pénitentiaires demandaient sur l'avancement de l'âge de la retraite, qui était considéré par les personnels comme le seul geste possible de reconnaissance de leur rôle social. Les gardiens de la prison de la Santé à Paris, qui avaient décidé ce matin de poursuivre la grève, ont finalement voté la reprise du travail il y a quelques heures. L'inconnu subsiste encore pour une demi-douzaine d'établissements en province où les discussions se poursuivent. En tout cas, demain à midi, ce sont des centaines de détenus qui quitteront les commissariats, transformés pendant 11 jours en maisons d'arrêt provisoires, pour prendre le chemin des prisons. Compte tenu de ce qui a été obtenu par les syndicats que vous venez d'entendre, dans certaines prisons, comme celle de la Santé à Paris, donc les gardiens ont un peu traîné les pieds avant de se décider à reprendre le travail. Mais dans l'ensemble, l'accord est plutôt bien accueilli, comme le prouvent ces réactions recueillies cet après-midi à la prison des Baumettes, où avait démarré le conflit, il faut s'en souvenir. Stéphane Magnier. Des piquets de grève devant la prison des Baumettes, il ne restait plus cet après-midi que des banderoles délaissées. Dès l'annonce du protocole d'accord ce matin, les grévistes avaient décidé de rentrer chez eux, laissant le franchissement de la porte libre à la grande joie des avocats, qui attendaient cela depuis plus de 10 jours. Mais aussi des familles, des internés, visiblement soulagés de constater ce qui ressemblait à un retour à la normale. Ce n'est que peu à peu, dans le courant de l'après-midi, par petits groupes, que les gardiens se retrouvaient devant la porte pour commenter les documents expédiés des centrales syndicales par Telex et envisager la suite à donner à leur mouvement. La maison d'arrêt des Baumettes, nous suspendons ce style de mouvement, blocage des écrous par leurs avocats, mais nous continuons l'action à l'intérieur pour remettre en place un peu tout un système qui a été un peu délaissé par la direction et sa politique. Nous voulons reprendre, nous surveillant les rênes et surtout notre identité, faire notre travail consciencieusement et dans de bonnes conditions. Beaucoup de grévistes n'envisagent toutefois la reprise que de bout des lèvres. Certes, il y a eu en partie satisfaction sur les salaires, mais blocage sur la retraite. L'intersyndicale est en cours de réunion à cette heure-ci. C'est elle qui décidera si la prison à l'origine du mouvement est durablement retournée au calme. Dossier réglé pour les gardiens de prison, donc en revanche le conflit des infirmières se durcit. Les négociations avec les syndicats ne reprendront que lundi prochain. Une grève est prévue d'ores et déjà pour jeudi prochain, 13 octobre. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'en dehors des syndicats officiels qui ne sont que partiellement représentatifs, il faut le signaler dans cette corporation, la coordination parisienne des infirmières s'est transformée aujourd'hui en coordination nationale et appelle à cesser le travail dès lundi. D'ailleurs, dans certains établissements, la grève n'avait jamais réellement cessé. Françoise Joly. Le plus important service des urgences de Paris, l'Hôtel-Dieu. Cet après-midi, des malades, des accidentés sont hospitalisés. Aussitôt admis, ils sont pris en charge par des infirmiers, des infirmières, en grève, réquisitionnés. Car aujourd'hui, dans cet hôpital, la grève continue et c'est au moins le cas dans plusieurs établissements de la région parisienne. Une grève spontanée alors que ni les syndicats ni la coordination n'avaient appelé aujourd'hui à la poursuite du mouvement. Les gens ne sont pas du tout décidés à arrêter un mouvement qui effectivement est très important parce que nous n'avons rien eu. Des infirmiers, infirmières très mobilisés qui se sont réunis en coordination nationale toute la journée à la Sorbonne. Là, on a décidé de reconduire la grève à partir de lundi. Autre décision, une manifestation nationale jeudi à Paris. Un mouvement des infirmières qui revendique toujours son autonomie par rapport aux syndicats et qui demande plus que jamais à être reconnu par les pouvoirs publics. Infirmière est née aujourd'hui d'accord. On le répète et on a cesse de le répéter que la profession infirmière n'est pas syndiquée, ou pratiquement pas. Donc notre seul moyen d'existence aujourd'hui, c'est au travers de cette coordination. Donc le moyen de le prouver aujourd'hui, ça va être sur le plan national, arriver à déterminer quelle est réellement notre représentativité. Et ça sera parlant, je crois, et ne serait-ce au niveau des fédérations syndicales et pour le gouvernement, pour pouvoir être reconnu et enfin entendu. Lundi, les négociations reprennent entre les syndicats et le ministre de la Santé, Claude Évin. Le gouvernement, qui a débloqué jeudi dernier 1 milliard de francs pour cette profession, a encore fait quelques propositions hier. Mais des propositions jugées toujours très insatisfaisantes par les syndicats et les infirmières.
Oui, et cette coordination des infirmières fait école, puisque ce soir on parle de la constitution de coordination des infirmières anesthésistes ou encore des personnels soignants, aides-soignantes, et puis aussi des personnels ouvriers des établissements hospitaliers. On avait jusqu'à présent, c'est vrai, peu entendu le ministre de la Santé, M. Evin, sur ce sujet. Il s'est exprimé sur l'antenne d'une radio locale, Pacifique FM, un entretien qui sera diffusé demain, dimanche matin. En avant-première, voici ce que dit le ministre aux infirmières. En substance, vous n'êtes pas seul au monde, vous faites partie de la fonction publique et dans ce cadre, certaines choses sont possibles, d'autres non. Écoutons-le. Les infirmières avaient en effet un retard. Les propositions que nous avons formulées permettent de rattraper ce retard. C'est vrai que cela ne correspond pas à ce qu'elles estimeraient, elles, être juste. Mais la justice ne s'apprécie pas uniquement par rapport aux infirmières, elle s'apprécie aussi par rapport à l'ensemble des professions qui sont dans le secteur public et dans le cadre de ce statut. Après les gardiens de prison, donc, les infirmières, de nouveaux troubles se profilent à l'horizon dans l'éducation nationale. Le SNES, syndicat national du second degré, lance un ultimatum au gouvernement et menace d'arrêt de travail si rien n'est fait pour éviter la dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de travail des enseignants. La politique maintenant. Le Front National de Jean-Marie Le Pen était réuni aujourd'hui à Paris pour lancer sa campagne du non au référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Mais il y avait aussi du changement dans l'air au niveau de la direction du parti après les résultats des élections cantonales. Claude Sicard. Jean-Marie Le Pen et ses amis n'aiment pas les situations en demi-teinte. Alors que l'UDF et le RPR hésitent sur la réponse à donner au référendum, le Front National, lui, a pris sa décision. Un non franc et massif, la campagne est ouverte. Le Front National dénonce derrière la propagande de paix et de fleurs qui est présentée d'ores et déjà sur les écrans de la télévision la réalité d'un scrutin qui, dans l'esprit de ses promoteurs, doit conduire inéluctablement à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Une position claire, pourtant le Front National est en pleine réorganisation. Yann Pia, la députée contestataire, n'avait pas fait le déplacement et risque aujourd'hui l'exclusion. Et puis un poste de délégué général a été créé, il est confié à Bruno Maigret. Bruno Maigret qui passe pour être un modéré. Le Front National, Jean-Marie Le Pen, a bien l'intention de poursuivre le développement de son mouvement, du courant qu'il incarne, dans l'esprit de la campagne présidentielle. Après le durcissement observé ces derniers mois, le Front National tente une opération de rééquilibrage qui avait réussi au moment de la campagne de l'élection présidentielle. Cette fois, les échéances sont au moins aussi importantes. Référendum, mais aussi élections municipales et européennes au printemps. Un nouveau revers, après celui des cantonales, signifierait le retour du Front National dans la marginalité. Oui, après le Front National, le Centre National des Indépendants, le CNI, appelle également à voter non au référendum, estimant que la nature de la question posée ne figure pas dans la Constitution comme pouvant être soumise à référendum. Enfin, sur place, à Nouméa, premiers incidents après la signature de l'accord entre messieurs Djibaou et Lafleur. Depuis la signature, des policiers se sont heurtés à un groupe de jeunes dans le centre de la ville. D'après la police, ces jeunes mélanésiens se battaient entre eux et il ne s'agirait pas là d'un incident de nature politique. En France encore, fait divers, fin d'une affaire sordide, celle de la mort de la petite Ludivine, 9 ans, à Clermont-Ferrand, violée et tuée par un jeune homme de 22 ans, Robert Delculpe, arrêté hier et officiellement inculpé aujourd'hui, et qui reconnaît être également l'auteur de 5 autres agressions contre des fillettes, toujours à Clermont-Ferrand. À l'étranger, le principal point de préoccupation aujourd'hui reste l'Algérie. Le gouvernement avait demandé aux Algériens de reprendre le travail aujourd'hui, tout en reconnaissant pour la première fois que des manifestants et des membres des forces de l'ordre avaient été tués ces jours derniers, et qu'après Alger, l'agitation avait gagné d'autres villes du pays comme Oran. Au téléphone, notre envoyé spécial, Jacques Merlino. C'est à Oran qu'ont eu lieu aujourd'hui les troubles les plus graves. Toute la matinée, des accrochages se sont multipliés entre police et forces de l'ordre, et l'on a entendu l'armée tirer en l'air. À Alger, c'est toujours l'état de siège. L'armée entoure chaque ministère et des chars sont postés aux principaux carrefours de la ville. Partout ailleurs, la police patrouille et les forces anti-émeutes sont toujours mobilisées. La population semble calme aujourd'hui, mais l'on remarque dans les rues des groupes de dizaines de jeunes discutant entre eux et attendant peut-être un signe pour que tout recommence.
Ailleurs, on fait la queue devant les boulangeries, des files d'attente qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Dans ce climat tendu, les autorités algériennes continuent d'empêcher la presse internationale de travailler. Tous les journalistes étrangers arrivés hier ont été arrêtés dès leur sortie d'hôtel, arrestations et contrôles d'identité qui se sont parfois déroulés de manière extrêmement brutale. Enfin, dernière information de sources vérifiées, le nombre des victimes des émeutes de mercredi et de jeudi serait supérieur à 20 morts. Oui, en fin d'après-midi, le calme était vraiment précaire. À Alger, il y aurait eu de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans la banlieue de la ville. Il y aurait d'autres morts. L'armée aurait ouvert le feu. Première déclaration du ministre français des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, sur ce sujet, qui est actuellement en Espagne. Il a jugé la situation préoccupante, espérant que le calme allait revenir. Prudence donc du côté diplomatique français vis-à-vis du président algérien M. Tchadli et de son action actuelle. Depuis le début de ces événements, au milieu de la semaine, on a beaucoup parlé de la situation économique désastreuse de l'Algérie. Pour comprendre, sachez que ce pays tire 90% de ses ressources de son pétrole. Il y a 2 ans, devant l'effondrement des cours, le président algérien Tchadli décide un plan d'austérité. Et aujourd'hui, les prix chutent à nouveau. Le problème de l'Algérie, c'est celui de tous les pays pauvres qui produisent du pétrole face aux autres producteurs plus riches. Jean-Pierre Métivier. La maladie de l'Algérie porte un nom, contre-choc pétrolier. Le pétrole rapportait 13 milliards de dollars voici 7 ans, aujourd'hui 4 milliards. Avec un dollar déprécié, le pouvoir d'achat de l'Algérie a été divisé par 5. Du coup, les importations alimentaires ont diminué de moitié, tandis que les impôts augmentaient de 20% en 3 ans. Il y a lien direct entre des émeutes et le prix du pétrole. Ce n'est pas le premier cas comme manifestation, enfin disons, politique. Ceci est arrivé déjà il y a quelques mois. Je me rappelle, j'étais dans un pays de l'Afrique noire, producteur de pétrole, au Congo-Brazzaville. Il y a quelque temps, il y avait des manifestations d'étudiants parce que leur bourse avait été coupée. Ils ne pouvaient plus aller à l'école parce que les recettes de l'État, les recettes pétrolières avaient baissé. Donc le Congolais aujourd'hui, l'Algérien, l'Indonésien, le Vénézuélien sont en train de payer, c'est-à-dire le citoyen ordinaire de ces pays, est en train de payer dans sa vie privée, dans sa vie de chaque jour, dans son confort, dans ses besoins vitaux, une politique que je considère comme complètement erronée, le moins qu'on puisse dire, pratiquée par les responsables d'autres pays exportateurs de pétrole. Au banc des accusés, les pays du Golfe Persique. Les déshérités de l'OPEP leur reprochent de tirer des revenus énormes du pétrole, alors que ces pays sont sous-peuplés, n'ont aucune dette, mais au contraire, des avoirs financiers partout dans le monde. Aujourd'hui encore, c'est le roi Fahd d'Arabie Saoudite qui tire les ficelles. Sa politique, produire à tout crin, en vue du grand marchandage. Car le conflit Iran-Irak est terminé. En s'asseyant à la table des négociations, les 2 belligérants vont redevenir 2 gros producteurs de pétrole. Le clivage est maintenant beaucoup plus net entre des pays qui luttent pour leur survie, comme l'Algérie, l'Indonésie, le Nigeria, le Mexique, ou des pays qui veulent reconstruire leur économie ravagée par la guerre, comme l'Irak et l'Iran, d'un côté, et d'autres des pays qui continuent de raisonner en termes de part du marché, comme les Émirats arabes unis, le Koweït ou l'Arabie saoudite. Il est maintenant très clair pour tous que si les prix du pétrole ne se stabilisent pas à un niveau raisonnablement élevé, plusieurs pays exportateurs vont se trouver dans une très grande difficulté. L'OPEP se rencontrera fin octobre, puis le 21 novembre. Au menu, le partage du marché. L'affrontement sera très très dur. Mais pour les pays exsangues comme l'Algérie, il y va de leur survie. Au Chili, les partisans du non au général Pinochet ont été privés de fête après leur victoire électorale de mercredi dernier. En effet, une grande manifestation avait été organisée hier soir dans les rues de la capitale, Santiago, mais les leaders de l'opposition ne sont pas venus parler à leurs partisans qui, quelque peu désemparés, se sont accrochés avec la police. Le ministre de l'Intérieur chilien précisant à cette occasion que, quel que soit le résultat des élections, l'ordre devait continuer à régner. Comment organiser cette victoire électorale contre le régime militaire? C'est tout le problème posé aujourd'hui à l'opposition chilienne. Sur place, notre envoyé spécial Bernard Bénin. Dès le début de l'après-midi, ils arrivaient par milliers dans ce parc O'Higgins en plein centre de Santiago pour célébrer leur victoire. Une fête organisée en catastrophe, les incidents se multipliaient dans la rue depuis la publication des résultats du plébiscite
Il fallait donc essayer de canaliser l'ardeur et la combativité des jeunes surtout, d'où cette manifestation décidée seulement 24 heures plus tôt. Au programme, de la musique, mais pas de discours politique, une autre preuve de l'embarras dans lequel se trouvent les dirigeants de l'opposition. D'autant qu'entre deux chansons, c'est de la foule que partaient les slogans. Je crois qu'après la victoire, il incombe aux forces armées d'écouter la voix du peuple chilien. Il incombe aussi à l'opposition d'apporter une réponse unitaire à la situation dans laquelle se trouve le pays, en formant par exemple un gouvernement d'unité nationale. Des propos assez vagues, sans mot d'ordre très précis, on a connu Ricardo Lagos beaucoup plus combatif. Et comme pour mieux souligner cette gêne, le plus gros succès de l'après-midi sera cette valse du non, la chanson du ralliement de toute l'opposition, mais avant le plébiscite. Quelques heures plus tard, si les Chiliens se posaient encore des questions sur la signification du vote, les gaz lacrymogènes des carabiniers se chargeaient de dissiper l'ivresse de leur victoire. On a l'impression que cette fête hier et la déclaration de Ricardo Lagos n'ont fait que traduire le trouble de l'opposition. En gros, on a voté non au général Pinochet et aujourd'hui on ne sait pas très bien quoi faire de cette victoire. Personne parmi les politiques ne se hasarde à émettre une stratégie bien définie. Pourtant, l'opposition devra faire très vite si elle ne veut pas être débordée par ces 4 millions de Chiliens qui ont d'abord voté pour le départ du général Pinochet. Pour terminer ce journal particulièrement chargé en actualité ce samedi, un anniversaire. 35 ans, c'est l'âge de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air française. L'anniversaire aura lieu demain sur la base de Salon de Provence, dans le Midi. Les meetings aériens ont été, malheureusement, pour cause de catastrophes, au centre de l'actualité cet été. Et pour autant, l'armée de l'air française n'a pas renoncé à cette commémoration avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent et qui ont été renforcées. L'événement aura donc lieu dimanche et en avant-première, Laurent Boussier vous propose de suivre les prouesses de ces pilotes vus de l'intérieur, comme si vous y étiez. Regardez. Esprit d'équipe, retrouvailles, espagnol, portugais, belge, hollandais. Avions de voltige, avions de combat, avions de musée pour des vols d'un autre âge et dessins dans le ciel de courbes et de figures pour une danse en 3 dimensions. Arrivés ce matin, plus de 150 avions se sont entraînés dans l'après-midi pour la présentation de demain. La série continue, j'ai chaud, la combinaison anti-G me comprime, le ventre les cuisses. J'aimerais que cet instant ne s'arrête jamais. Flecce Tricolore, la patrouille italienne, première grande sortie en France depuis l'accident de Rammstein. La tension se lit sur les visages, la concentration, le sérieux. 6 avions au lieu de 9, les souvenirs planent. Dans cette journée qui pour la patrouille française est très importante. Et nous sommes vraiment très heureux d'être ici avec des amis. Une boucle, retenir sa respiration, tendre ses muscles, garder les yeux ouverts. Le soleil monte et descend, je suis bien. Pour les pilotes, ces retrouvailles, ces rencontres, ces démonstrations sont la preuve de leur maîtrise totale de la voltige et de leur aptitude au combat. Principale qualité, la rigueur, le professionnalisme et un entraînement quotidien qui permet à leur contact de se sentir en sécurité. L'entraînement est presque terminé. Je suis un petit peu fatigué, les jambes et les bras sont lourds. Je ne sais pas si je pourrai sortir seul de l'avion, mais ce que je sais, c'est que je viens de vivre les minutes les plus intenses de ma vie. Oui, rassurez-vous, Laurent Boussier n'avait pas mal digéré, même s'il était un peu vert, disons qu'il était un petit peu contracté, et ça se comprend. Voici maintenant les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 8 et le 1.
Vous voyez les rapports s'inscrire sur votre écran. Et il y avait un quartet également. Vous ajoutez le 13 à ces 3 premiers chiffres et vous gagnez un peu plus de 55 000 francs. De quoi passer un excellent dimanche. Et pour passer un excellent lundi et une bonne semaine prochaine, voici les pronostics de Pierrette-Bresse pour le tiercé de demain à Longchamp. Alors il y a 20 partants. Vous allez voir s'inscrire les favoris de Pierrette-Bresse, le 7, le 5, le 12, le 8, le 9, le 13, le 6 et le 16. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité était importante mais passionnante. Tout de suite après, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite, Michel Drucker et ses Champs-Élysées avec ce soir Rambo en personne. Et puis un autre Rambo, celui de l'information tout à l'heure en fin de programme. C'est Hervé Claude qui vous présentera le dernier journal. Quant à moi, si vous voulez bien, je vous retrouverai demain à 13h. Au revoir, bonne soirée, à demain midi.